À la COP28 aux Émirats arabes unis, plusieurs solutions ont été proposées pour faire face au changement climatique. Par exemple, il a été demandé de multiplier par 3 les énergies renouvelables, mettre en œuvre le fonds de compensation des pertes et dommages subis par les pays vulnérables. Mais dans les débats, on est revenu aussi sur la gestion des forêts comme élément de conservation de la biodiversité. Les forêts sont la plus grande réserve de carbone et de biodiversité. Et il doit y avoir une rémunération de ces forêts pour ce qu'elles sont. Nous devons rémunérer les pays qui protègent de façon active ces forêts. Et le grand paradoxe de notre monde est que, jusqu'à présent, nous n'avons investi beaucoup d'argent dans la reforestation, mais sans agir pour préserver les forêts existantes. Il y a très peu de forêts, donc de l'Amazonie au fleuve du Congo et surtout le bassin du Congo. Également d'Asie du Sud-Est, nous avons donc à peu près 15% de notre personne qui vit sur 90% de la biodiversité. Il est important d'avoir une valeur ajoutée en développant un secteur forestier en travaillant avec les peuples autochtones, en travaillant avec les personnes qui vivent dans la forêt, qui connaissent la forêt. Et il est important de travailler de façon centrée sur ce qui a été transmis par ceux-ci, sur leur savoir. Et cela nous permettra de créer des crédits de biodiversité. Et ce paquet, pays par pays, ce paquet forêt, est exactement celui que nous sommes en phase de finaliser. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer que 2 partenariats ont déjà été trouvés. Tout d'abord, un partenariat avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc Congo-Brazzaville. Oui, donc à hauteur de 1 million d'euros, et après avec DRC for $16 million. Et après, nous avons 60 millions de dollars avec la République démocratique du Congo. Donc il y a 3 pays qui sont les pionniers de cette méthodologie avec cette nouvelle approche, ce nouveau partenariat. Il faut des partenariats et des alliances entre les pays pour la conservation de la nature, dans les États comme le Ghana ou l'Indonésie, parce que les forêts sont une réserve de carbone. La gestion des forêts durables est une donnée essentielle des politiques publiques. À la COP, l'Indonésie atteindra les puits de carbone dans le secteur forestier d'ici 2030. Le secteur forestier a été sélectionné car un grand pourcentage des villages d'Indonésie sont situés sur les frontières de zones forestières et des millions d'Indonésiens dépendent du secteur forestier. Pour atteindre cet objectif, nous devons prendre des étapes systématiques et innovantes. Nous devons combiner les considérations économiques et sociales et développer des partenariats avec les communautés dans les domaines de la gestion forestière durable. Depuis 2019, nous avons appliqué un moratoire permanent sur les forêts qui couvrent environ 66 millions d'hectares de forêts primaires et de tourbières. Nous avons également réhabilité 3 millions d'hectares de terres négligées et 3 millions d'hectares de tourbières. Aujourd'hui, nous commençons à voir les résultats de cela. Le taux de déforestation en Indonésie a réduit de 75%. C'est le taux le plus bas ces 20 dernières années. Et l'année prochaine, notre objectif est celui de la réhabilitation de 600 000 hectares de mangroves. Les forêts, les territoires doivent faire partie de notre action climatique, surtout à travers les 3
perspectives suivantes. Tout d'abord, la mobilisation du soutien des pays développés afin de pouvoir gérer les terres et les forêts. Nous apprécions le soutien des Émirats arabes unis dans la construction du centre Mohammed Ben Zayed en Indonésie, du centre de recherche. Deuxièmement, les barrières commerciales ne sont pas suffisantes pour les défis. Il est important de construire la collaboration, la confiance entre le Sud et le Nord mondial et d'encourager le développement durable des pays en développement. Troisièmement, il faut continuer à promouvoir la collaboration. Le Ghana est à la fois une économie forestière et océanique. Ce sont deux parties très importantes de notre économie et je veux utiliser cette plateforme, profiter de cette plateforme pour vous annoncer la vision ambitieuse que nous avons pour le Ghana résilient. C'est une vision de renforcement de notre économie pour protéger, restaurer nos forêts abondantes, réduire de façon significative nos émissions de gaz à effet de serre, développer notre production de charbon et de bois, développer notre potentiel touristique et en même temps pouvoir créer, donner des emplois, des moyens de subsistance à notre population. Nous nous sommes réunis à Sharm el-Sheikh pour lancer le partenariat sur les forêts. Nous avons reconnu qu'il était temps d'accélérer notre action pour réduire les pertes forestières, car cela était dû depuis trop longtemps. Depuis longtemps, les forêts ont été mises de côté, elles ont été sous-protégées, et c'est pour cela que le Ghana s'est engagé à co-présider cette initiative si importante. Je suis ici aujourd'hui, un an plus tard, pour vous dire que le Ghana va saisir l'opportunité et montrer l'exemple. Je suis fière d'annoncer le package pays du Ghana, le premier de ce genre, qui a été conçu pour transformer le secteur forestier et renforcer notre économie interne. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Nous avons besoin de délivrer une action coordonnée pour un Ghana résilient et le Ghana et ses partenaires internationaux. Je me réfère au Canada, à la République de Singapour, les Émirats arabes unis, les États-Unis d'Amérique. Ici, on convient de ce que l'action humaine doit tenir compte de la vie autour et dans les océans. Nous sommes 5% du patrimoine du monde de l'océan, 30% de ressources importantes de la Terre et nous sommes les gardiens de ce 30% des ressources les plus importantes pour ce qui est de la biodiversité marine sur notre planète. Même si on n'a pas cette responsabilité, il s'agit maintenant d'une question de vie ou de mort, un point de non-retour. Nos îles, nos océans, nos maisons, c'est notre style de vie sont menacés par le phénomène du changement climatique. Nous, les leaders du Pacifique, sont fiers d'annoncer, disons, des plans de prospérité, des plans pour le bien-être du Pacifique et de la planète. Bien-être, prospérité, voilà les objectifs à atteindre. 100% sur l'engagement sur la durabilité des ressources des mers et des océans. Et encore, la protection des systèmes alimentaires et agroalimentaires et encore le financement à travers des mécanismes de durabilité qui permettent
de protéger l'environnement de cette région selon, disons, les objectifs stratégiques de notre partie de notre continent. C'est à nous donc 40 millions de kilomètres carrés, 3 fois la surface de la Russie. Si le Pacifique est menacé, c'est une menace pour la planète dans son ensemble. Donc, il faut protéger le 30% de notre continent. Sur les perspectives relatives au climat, on estime qu'il faut un changement de paradigme qui reconnaît la contribution holistique de la nature à la vie. Et à ce sujet, des concertations vont se poursuivre après la conférence de Dubaï. Il est important que nous ayons un traité sur la pollution plastique. Il est important que nous ayons des accords sur la pêche illégale. Nous travaillons également afin de prévenir l'exploitation des mers qui pourraient entraîner des dommages irréparables. 24 pays se sont alignés avec la France pour accepter cela et prendre le même engagement en espérant que le momentum continuera. Enfin, nous aurons également un sommet à Monaco sur l'économie bleue. Ensuite, à New York, nous organiserons un nouveau sommet One Planet, une planète, mais également donc un sommet One Water. Le but étant de présenter une série de nouvelles règles et de garanties pour avoir une meilleure coopération à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, afin de trouver des solutions liées à l'eau. Le constat est assez clair, la compensation actuelle des pertes et préjudices subis par les peuples autochtones vivant en zone forestière n'est pas suffisante. Il en faut davantage pour préserver les forêts, les contours des marchés de carbone étant encore flous.